Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Léon XIV a appelé Vladimir Poutine à faire un geste pour la paix. Lors d'un entretien téléphonique hier, le président russe a assuré au pape vouloir aussi la paix, mais il accuse le pouvoir ukrainien de miser sur l'escalade du conflit. Alors parlons vrai, est-ce que le Vatican a un rôle à jouer dans la géopolitique mondiale? Et à la question, le pape peut-il convaincre Poutine de faire la paix en Ukraine? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, son dernier livre, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, édité chez Perrin. Bonsoir Christophe Dickès. Bonsoir Philippe David. Est-ce que ce pape américain qui appelle Poutine, c'est une nouvelle version des rapports Est-Ouest? Non, c'est pas une nouvelle version des rapports Est-Ouest parce que il y a depuis l'époque de Benoît XVI un lien très particulier entre Moscou et Rome. Le problème, c'est que la porte est très étroite. Pourquoi elle est très étroite? Essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est que en fait, dans l'affaire, en quelque sorte, la papauté est à la fois juge et partie. C'est-à-dire la papauté est à la tête de l'Église gréco-catholique ukrainienne et cette Église catholique, gréco-catholique ukrainienne, eh bien, défend d'abord les intérêts de l'Ukraine. Et puis il y a une autre chose que peu de commentateurs voient, et d'ailleurs que je n'ai absolument pas entendu, c'est que il y a eu une rupture entre Rome et Moscou au moment de la publication du texte Fiducia Supplicans qui reconnaissait en fait la possible bénédiction de couples homosexuels. Et ça a été, si vous voulez, considéré comme Moscou, comme une trahison des liens diplomatiques qui existaient entre Rome et Moscou sous Benoît XVI. Pourquoi? Parce que ces liens diplomatiques ont été établis dans une perspective éthique de défense du mariage. Et ce n'est pas un hasard si Léon XIV, d'ailleurs, a rappelé que le mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme. Il l'a fait il y a 2 jours, si mes souvenirs sont bons. Donc la porte est très étroite. En plus, pour couronner le tout, Poutine sait très bien que Rome a besoin de Moscou. Pourquoi? Parce que dans l'échiquier géopolitique, Moscou joue un rôle de défenseur des chrétiens d'Orient. Et cette carte géopolitique a joué à plein le pape François, eh bien, a été en quelque sorte remise en cause par la politique et la politique même du pape François. Voilà. On va faire réagir les vraies voix. Philippe. Évidemment, je n'ai pas la science de notre invité Christophe Dickès, mais je considère que peut-être que l'intervention du pape Léon XIV ne va pas évidemment mettre fin à la guerre, mais peut avoir un effet bienfaisant, bénéfique sur le rapport entre Vladimir Poutine et la papauté, et donc l'ensemble des gens qui sont directement concernés par ce conflit. Parce qu'il me semble retrouver le rôle politique dans sa simplicité et sa nudité, alors que le pape François, par moment, tombait dans une politisation qui, à mon sens, rendait difficile l'accomplissement de ses objectifs. Là, il y a une possibilité tout de même que même un Poutine soit influencé favorablement par l'intervention papale. Je vais très vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Pierre-Yves Martin. Oui, moi, bonjour, j'avais une question parce que je me souviens dans mes cours d'histoire le rôle, l'influence de l'Église dans l'effondrement de l'URSS. Avec Jean-Paul II. Avec Jean-Paul II, notamment. J'ai aujourd'hui quelques difficultés, mais je vais m'empresser d'aller acheter votre livre, mais j'ai aujourd'hui quelques difficultés à définir, identifier le réel niveau d'influence de l'Église en matière de géopolitique. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a un vrai rôle diplomatique ou est-ce que c'est une symbolique? Tom Conan. Et après, on fait répondre Christophe Dickès. Tom Conan, votre main. Oui. Faut que vous achetez non pas mon dernier livre, mais le Vatican, Vérités et légendes, paru aussi chez Perrin. Oui, voilà. Je traite effectivement cette question. Je traite quel est le vrai pouvoir. En fait, le vrai pouvoir du Vatican est un pouvoir moral. Mais ceci est
est très nette depuis, on va dire, la fin du 19e siècle et la perte des États pontificaux par la papauté en 1870. C'est-à-dire que là où il a perdu en pouvoir politique, la papauté a souhaité gagner en termes de puissance morale. Et elle a été considérée, et elle est toujours considérée, comme un possible arbitre. Elle propose ce que l'on appelle ses bons offices dans les conflits qui peuvent y avoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle agit loin des caméras, elle agit dans le secret, mais elle a une influence. Si vous voulez, la reine d'Angleterre a reçu le pape Benoît XVI, notamment parce que la papauté est intervenue dans la libération des otages de soldats anglais qui étaient aux mains de l'Iran. On sait que le pape François a joué un rôle dans la réconciliation entre Cuba et les États-Unis. Donc ce sont des choses qui ne font pas les gros titres, mais qui ont véritablement leur spécificité. Donc oui, la diplomatie existe, mais elle a ses limites. D'accord, merci. Moi, je veux dire, non, Benoît XVI, effectivement, avait quand même avancé prudemment, mais courageusement, on pourrait dire, sur certains sujets. Et on pensait effectivement que ça aurait pu ensuite être continué et d'une certaine façon amplifié. On voit que c'est peut-être le mouvement inverse qui se profile, donc celui d'un conservatisme plus assuré, ce que je trouve un peu dommage. Vous parlez de François plutôt que de Benoît XVI. Oui, pardon. Vous avez dit Benoît XVI, je veux dire pas François. Je disais, le pape Léon plus conservateur que... J'avais un métro de retard. Il y a un problème là, oui. Mais en revanche, pour prendre un seul exemple sur la question du mariage, par exemple, parce que vous en avez parlé, on a parlé beaucoup des droits LGBT. Mais on parle de la Russie, etc. Non, mais j'ai compris, mais sur la question du mariage, il s'agissait de célébrer le mariage, mais en célébrant le mariage gay, on célèbre également l'institution du mariage. On la renforce d'une certaine façon, puisqu'on élargit le nombre de personnes qui sont des bénéficiaires potentiels. Mais sur la Russie, si vous voulez que l'Église, là vous êtes en train de demander à l'Église de revenir sur un dogme essentiel de ce qui constitue sa nature. Donc je ne crois absolument pas à cette possibilité-là. Mais là où je vais rejoindre Philippe Bilger, c'est la diplomatie du Saint-Siège. Elle est un art du possible. C'est une diplomatie du signal faible. Elle va toujours tenter, elle va toujours essayer. C'est pour cette raison qu'elle a même discuté dans son histoire avec les pires dictatures, parce que le premier rôle de cette diplomatie est de protéger les chrétiens où ils se trouvent. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent cultiver une politique avec la Russie, puisque la Russie est une des seules puissances qui, sur le théâtre moyen-oriental, joue ce rôle de défenseur des chrétiens d'Orient. Et indépendamment de la Russie, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait comparer finalement le rôle d'influence, de soft power que vous décrivez à l'instant, qui exerce par ailleurs la monarchie britannique ? C'est un peu ce genre de rôle finalement. Oui, en soi, oui, c'est au niveau international. Les intérêts britanniques sont vraiment différents. Et puis, l'Angleterre, le Royaume-Uni a une politique économique, a une politique militaire, etc. Tandis que le pape, il n'a ni intérêt économique. Je crois qu'un des clichés les plus répandus, c'est que le pape est riche. Le pape est absolument pas riche. La Cité du Vatican a un déficit de 70 millions d'euros. Oui, mais un patrimoine important par ailleurs. Mais Christophe Dickens... son patrimoine n'est pas important, là aussi, c'est un cliché. Ah oui. C'est son patrimoine a la valeur d'un budget d'un département français. Donc, pour une église, pour une institution qui représente 1,4 milliard de personnes, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est un patrimoine, d'ailleurs, qu'il a énormément de mal à entretenir parce qu'il n'en a pas les moyens. Oui, ça c'est vrai. Vous avez dit... Après, il faut pas confondre Rome et aussi les églises nationales. C'est-à-dire que l'église américaine est riche, l'église allemande est riche, l'église française n'est vraiment pas riche. Parce qu'en Allemagne, il y a l'impôt sur l'église. Vous avez dit à juste titre tout à l'heure que l'influence du pape était morale. À votre avis, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à faire changer en profondeur le discours classique des politiques? Autrement dit, est-ce que Poutine pourra mentir de la même manière au pape qu'il pourrait le faire avec Zelensky? Christophe Dickens, en 20 secondes pour cet exercice de psychanalyse poutinienne et non pas ericksonienne. C'est vraiment difficile. Je pense que Poutine sait très bien ce qu'il veut.
Trump a essayé après son élection. Là, le pape Léon essaye après son élection. Encore une fois, c'est une diplomatie du signal faible. Elle va tenter et on verra quels seront les résultats face à l'hydre russe. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Christophe Dickès, historien spécialiste du Vatican, son dernier livre, Pour l'Église, ce que le monde lui doit, édité chez Perrin. Merci Philippe Bilger, merci Tom Conan, merci Pierre-Yves Martin. C'était un vrai plaisir. Dans quelques instants, on se retrouve avec Jean-Marie Bordry pour les vraies voix qui font rouler la France. Mais tout de suite, les incontournables de la gestion de patrimoine, on se retrouve dans quelques instants.